70 bougies pour le débarquement de Provence hier à Toulon, un décor, le porte-avions général de Gaulle-sur-Mer, des acteurs, un François Hollande pro-africain, une vingtaine de chefs d'État, des soldats vétérans, une symbolique des hommages ponctués pour les résistants et soldats africains qui ont largement contribué à la libération de la France. Les négociations gouvernement-UNTM en panne mais pas grippées. Après une première journée d'échec, les deux parties se donnent rendez-vous demain dimanche au sujet du préavis de grève de 48 heures déposé par l'Union des travailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition célébration hier à Toulon en France du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Une commémoration qui a réuni autour du président français une vingtaine de chefs d'État dont Ibrahim Boubacar Keïta. Un moment plein d'émotions au cours duquel un hommage a été rendu aux forces françaises, aux résistants et soldats africains qui se sont battus pour la libération de la France. Un discours de reconnaissance du président français ainsi qu'un défilé militaire ont été les temps forts de la célébration. Nos envoyés spéciaux à Toulon sont Sidiki Dambélé et Brahima Koulibaly. Après la Normandie, c'est ici en Provence que les Alliés ont lancé le deuxième débarquement en France, dénommé Dragon, avec à la clé près de 90 000 hommes, dont 80% d'Africains. 8 000 tonnes de bombes sont déversées ici par 1 300 bombardiers et 16 000 obus de marine s'abattent sur les plages. Une formidable poussée terrestre et maritime qui permettra de libérer le territoire français de l'occupation allemande au soir du 15 août 1944. 70 ans après, la France se souvient et rend hommage à cette armée multicolore en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de certains vétérans français et africains. Il y avait des Africains qui venaient de ces territoires qui s'appellent aujourd'hui le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Voilà ce qu'était cette armée, une armée de toute l'Afrique, une armée mélangée, une armée composite, cosmopolite, une armée qui rassemblait à la fois ceux de Brest et ceux de Bamako, ceux de Londres et ceux de Dakar, ceux d'Alger et ceux de Fort-de-France. Eh bien, c'est cette armée-là qui a chassé les nazis de France. Et je voulais, ici, vous en rendre hommage. Devoir de mémoire, des souvenirs, mais surtout des reconnaissances du président français qui ne mâche pas ses mots avec cette vérité historique. C'est du Sud que l'Europe doit son salut. Elle ne doit pas l'oublier, dit-il, avant de lancer un message à la jeunesse et aux chefs d'État africains. À la jeunesse d'Afrique, je veux lui dire que nous n'avons pas oublié le sacrifice des anciens et que la France sait ce qu'elle leur doit, même si elle a mis du temps, la France, trop de temps, pour en tirer les conséquences, toutes les conséquences, en termes d'émancipation et de reconnaissance. Merci, jeunesse d'Afrique, d'être fidèle au message des anciens. À vous, chefs d'État et chefs de gouvernement, représentants de ces pays qui sont venus nous délivrer. À vous, chefs d'État et de gouvernement invités ici parce que vous représentez les nations dont sont issus les soldats qui ont combattu sur ces côtes. Je vous affirme à nouveau la gratitude de la France. Je sais que parfois ces combattants glorieux n'étaient pas tous volontaires. Eh bien, notre dette à leur égard n'en est que plus grande. Cette dette, elle n'est pas seulement morale ou financière. Cette dette, elle est politique. Et elle nous oblige, nous la France, à une solidarité face aux menaces d'aujourd'hui. À toutes les menaces. Et d'abord en Afrique. Lorsque j'ai pris la décision de lancer l'opération Serval à vos côtés, pays africains, pour participer à la libération du Mali, qui faisait face à des groupes terroristes qui entendaient placer sous leur joug toute l'Afrique de l'Ouest, j'honorais la dette historique de la France qui avait été constituée lors des 2 derniers conflits mondiaux. Et aujourd'hui,
il nous faut encore lutter pour construire un espace de paix, de solidarité, de développement en Méditerranée. Deuxième temps fort de cette commémoration, la parade navale, la revue navale et le défilé aérien au large de Cannes et à bord du porte-avions Charles de Gaulle, où le public a assisté au passage d'une dizaine de bâtiments de guerre de la marine nationale. Des frégates aux navires de guerre, en passant par des pétroliers ravitailleurs, des chasseurs bombardiers, sans oublier les savoir-faire des pilotes de l'armée de l'air, tout simplement impressionnant. Très impressionnant et merveilleux. C'est rassurant en tant qu'allié de la France de savoir qu'elle dispose d'un outil aussi sophistiqué, aussi impressionnant, multifonction, multimission. Je pense que c'est ça le signe aujourd'hui de la puissance réelle. Oui. Le discours du président français. Excellent. Tout y était. De solidarité, d'élévation spirituelle et un grand discours. Le président Hollande l'a rappelé que ce qui se passe actuellement dans le Sahara, dans le Sahel, le soutien que la France nous apporte est un peu une espèce de contrepartie à ces sacrifices que nos parents, nos grands-parents ont pu apporter à la libération de la France, à la libération de l'Europe. C'est un hommage bien mérité et j'en suis d'autant fier que mon père avait participé. Cette commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence, loin d'être une nostalgie, rappelle les épreuves traversées par les peuples, une manière de les inviter à s'unir et à se mobiliser face aux nouveaux enjeux et aux multiples défis auxquels le monde fait face aujourd'hui. Et juste après la cérémonie, nos envoyés spéciaux ont recueilli les réactions d'un vétéran français. Il s'appelle Charles Flamand. Il a 93 ans aujourd'hui. Il se dit honoré et nous rappelle certaines séquences de cette guerre de libération à laquelle il a activement pris part. Nous l'écoutons. C'est une grande fête républicaine. Et quand on s'est battu, chacun où on s'est trouvé, on ne voulait qu'une seule chose, c'est rétablir le régime de la République. C'est tout ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, c'est une messe, une grande messe républicaine. Notre gros travail, notre premier gros travail, ça a été de museler, de détruire les batteries côtières allemandes qui étaient extrêmement puissantes, notamment sur les îles de Ratonneau, à côté de Marseille. Autrement dit, le débarquement a demandé pour nous facilement plus d'1 mois de travail préalable et encore après pour nettoyer dans le Mercantour notamment, où il y avait des positions tenues par les fascistes italiens qui s'étaient installés là. Voilà. Et après, ça a été la remontée dans le couloir rhodanien, la guerre, l'Alsace, la dure campagne 44-45 qui a été très dure au point de vue météo, très difficile, et notamment pour détruire les ponts du Rhin, c'est-à-dire Neuenbourg, Neuvrisac, où nous y avons laissé beaucoup d'avions. Et hier, nous vous parlions de ces vétérans africains ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été décorés par la France à la veille de la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Zoom sur l'un des vétérans maliens qui a participé à cette bataille en la personne de Kaba Doumbia. Il a 97 ans aujourd'hui. Il a fait le déplacement de Paris. Nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Ibrahima Koulibaly, l'ont rencontré. Sous le poids de l'âge, 97 saisons, Kaba Doumbia, tout de blanc vêtu, est l'un des derniers survivants maliens de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été recruté dans la fleur de l'âge avec 27 autres jeunes maliens dans les années 40 à Bamako. Après une formation à la va-vite, il se retrouve rapidement caporal-chef au milieu des troupes africaines
plus connus sous l'appellation de tirailleurs sénégalais. Nous avons été recrutés en février 1940 pour faire la guerre contre l'Allemagne. Nous avons fait 6 mois de formation à Caille avant d'aller à Dakar ou à Casablanca. Nous avons été deuxième groupe. Malgré son âge mûr, il se souvient encore de la bataille de Provence, bataille de libération de la France à laquelle il a pris part en 1944, comme si c'était hier. Et ce 15 août particulièrement, ces jours-là, dit-il, c'était chaud. Le bilan était lourd, très lourd des deux côtés, surtout la bataille de Belfort. Un samedi soir, il y a eu plus de 2000 morts. Et comme trophée de guerre, si notre vétéran arbore fièrement ces 2 médailles offertes par la France, il ne cache pas son amertume quand il parle de sa pension qui s'élève à 225 000 francs par semestre. Un montant qui est loin de couvrir ses charges sociales. Tout comme lui, son fils aussi ne décolère pas. De 44 à maintenant 70 ans. Alors, nos pères, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu leurs droits de prime de guerre, jusqu'à présent. Donc, s'ils viennent d'être nommés, alors le Légion d'honneur, c'est la plus forte grandeur des médailles. Mais si c'est-à-dire aussi cette récompense de médaille-là pouvait refléter vraiment sur leur salaire, ça va être très bon. Pour autant, ce soldat qui était prédestiné maçon ne perd pas espoir. Il espère vivre longtemps encore au milieu de ses 10 enfants, dont 3 garçons, et sa vingtaine de petits-enfants, pour leur raconter ses exploits héroïques et historiques. Il continue à faire son sport. Même là où nous sommes ce matin, à l'hôtel, quand il s'est levé à 5h30 du matin, il a fait ses petites gymnastiques. Et voilà un vieux qui est très très discipliné de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il mange. Hein? Alors, il ne fume pas. Durant toute sa jeunesse, il ne fume pas. Il ne prend pas d'alcool. Aucun excitant. Et il continue à faire alors son sport. Il est très discipliné avec son docteur. Et au crépuscule de sa vie, Kaba Doumbia n'a qu'un vœu qui lui tient à cœur, avoir la nationalité française. Très bonne santé à Papi Doumbia. Et autre célébration cette fois-ci, le Premier ministre Moussa Mara qui a assisté hier à Brazzaville aux festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance de ce pays, une présence qui dénote des bonnes relations existantes entre nos deux pays. Placé sous le signe de la cohésion sociale, le cours de l'événement a été le défilé militaire envoyé spéciaux à Brazza. Mohamed Diarra, Idrissa Traoré. La ville de Sibiti, c'est cette localité que les autorités congolaises ont choisi pour abriter les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Sibiti est situé à 320 km de Brazzaville dans le département de la Lekoumou. Parmi les hôtes de marque à cet anniversaire, le Premier ministre Moussa Mara. Le président de la République a eu l'honneur d'être invité par son Excellence le président de la République du Congo pour venir assister en tant qu'invité spécial aux festivités commémorant le 54e anniversaire de la République du Congo. Le chef de l'État étant empêché pour cause d'un déplacement pour la commémoration du débarquement de Provence en France, il m'a instruit de le représenter. Et donc je suis venu dans ce cadre-là transmettre le message d'amitié, les regrets de ne pouvoir être là, mais aussi confirmer la qualité de nos relations avec la République du Congo. Vous savez qu'une importante communauté malienne est présente ici au Congo.
Cette année, l'événement est placé sous le signe de la cohésion sociale. Aux côtés de 4 chefs d'État, le Premier ministre a suivi avec attention le défilé civil et militaire qui a duré 4 heures d'horloge. Le défilé militaire qui a connu la participation de plus de 3000 éléments, de plus de 2500 pédestres et autres motorisés. Au même moment, un balai aérien attira l'attention du public. Quant au défilé civil, il a regroupé toutes les forces vives du pays. Une démonstration de l'île Songsen. Nous avons vu des forces armées et de sécurité motivées, organisées, équipées et engagées pour exercer ce à quoi elles sont destinées. Cela est une source de réconfort pour le peuple congolais. Nous avons aussi vu un défilé civil au moins aussi important, très varié, très coloré, mais nous en avons retenu le sentiment d'un peuple debout, mobilisé autour de ses institutions et tourné vers l'avenir. Rien de durable ne peut être fait dans un pays si le peuple ne se sent pas concerné, s'il ne s'implique pas, s'il ne prend pas sur lui d'exercer sa part de responsabilité. La délocalisation des festivités de l'indépendance à l'intérieur du pays s'inscrit dans le cadre de la politique de municipalisation accélérée enclenchée par le président Denis Sassou Nguesso il y a plus d'une décennie. Les populations sont sorties massivement pour témoigner leur soutien aux autorités, et cela grâce aux différentes réalisations faites dans le pays. L'objectif du président congolais est de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Les festivités du 54e anniversaire du Congo se sont achevées en beauté avec le dîner que le président Sassou Nguesso a offert à ses hôtes. En tout cas, les convives n'ont pas boudé ce plaisir. Le temps de la soirée a été donné par le couple présidentiel. À marge de ces festivités, donc, le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience le Premier ministre Moussa Mara. Le chef du gouvernement malien lui a transmis le message de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, un message de félicitations et de consolidation des relations de coopération entre le Mali et le Congo. Il a été aussi question de nos compatriotes vivant au Congo-Brazzaville. Et ici, sur place à Bamako, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré hier l'ensemble du corps diplomatique dans notre pays. Il a été question des pourparlers d'Alger, dont le prochain rendez-vous a été fixé au 1er septembre prochain. Au terme de la rencontre, les diplomates se disent édifiés sur les actions des autorités. Alpha Maïga. Au ministère des Affaires étrangères, ils sont nombreux au rendez-vous de ce vendredi. Il s'agit des ambassadeurs des pays accrédités au Mali. Au centre des échanges, le compte-rendu des pourparlers du dialogue inclusif intermalien d'Alger. Pour le chef de la diplomatie malienne, quelques leçons et 3 défis sont à retenir. En termes de leçons, l'état d'esprit en Algérie était quelque chose d'encourageant, de notre point de vue. Nous avons senti une volonté de part et d'autre, tant du gouvernement que des mouvements armés, d'aller de l'avant, de tourner cette page. 3 défis essentiels. Le premier que nous avons vécu tout au long de la première phase, c'est que les 2 groupes de mouvements n'ont pas accepté tout au long du processus de s'asseoir autour de la même table. Nous souhaitons que la communauté internationale, chacun de vous, avec les moyens, les différents ressorts que vous avez avec les différents protagonistes, y compris le gouvernement, vous puissiez aussi vous impliquer pour faciliter une convergence à ce niveau. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte que cette deuxième étape qui s'ouvre en Algérie, que les principaux décideurs de tous les côtés soient présents. Le troisième grand défi, c'était par rapport au terrain. C'est vrai que depuis que l'accord a été signé, la feuille de route a été signée, la situation a positivement évolué. Mais elle n'est pas totalement stable encore. Ces pourparlers qui devraient se poursuivre ce dimanche 17 août ont été reportés. Et pour cause. Ce report a été demandé par l'équipe de facilitation, à la demande des autres parties. Nous l'avons accepté, estimant qu'il était important, comme la facilitation l'a demandé, de donner un petit temps
à ces partis qui ont demandé de pouvoir s'organiser. Nous pensons que ces légers reports n'entament en rien le momentum qui est créé pour aller vers un accord de paix global et définitif. Les diplomates se sont réjouis des explications données, explications qui présagent un lendemain meilleur pour la paix au Mali. Notre rôle en tant que corps diplomatique, c'est d'accompagner le gouvernement malien et tous nos amis qui constituent ces groupes-là à œuvrer pour une paix rapide et durable. Nous avons pris bonne note du fait que le gouvernement ait accepté ce report, si cela peut permettre de réunir tous les protagonistes autour de la table à Alger. Je pense que c'est des préoccupations tout à fait légitimes. Vous voyez, avec la présence de toutes ces ambassades et des ambassadeurs, l'intérêt constant de la communauté internationale dans ce processus et tous nos vœux pour la bonne réussite de processus de paix et de négociations à Alger. La paix au Mali nous intéresse. On sent un certain optimisme côté gouvernement. Maintenant, le vrai travail reste. Ça va commencer. Eh bien, il faut continuer à travailler dur, à travailler ensemble. Le crash de l'avion d'El Algérie survenu récemment dans le nord du pays, le sujet a été également évoqué au cours de la rencontre par le ministre de la Justice. Et justement, sur ce sujet, je vous propose d'écouter le ministre de la Justice, Mohamed Bathily, qui a noté que l'enquête se poursuit sur cette question. Il est au micro de Alpha Mega. On a mis en place une commission d'enquête qui a fait déjà 2 réunions en France pour définir ce que c'est que la méthode selon laquelle l'enquête doit se faire et pour définir comment partager les résultats sortis de cette enquête-là et comment communiquer à l'ensemble des personnes concernées pour qu'il n'y ait pas de décalage dans les informations les uns par rapport aux autres. En ce moment, nous avons 57 scellés de restes humains qui sont encore à Gao dans des conditions de conservation telles qu'il faut les amener en France. Le problème est que tout simplement, on est en train d'organiser ce transport parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la rupture de la chaîne de froid de Gao à Bamako et de Bamako à Paris. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut-il affréter un avion spécialement pour les transporter de Gao à Paris et en les maintenant dans une température de moins 80 degrés pour les conserver? Et si on les amenait à Bamako, est-ce que cette rupture de la chaîne de froid ne se fera pas s'ils devraient être transportés par un vol civil? Voilà des questions sur lesquelles on est en train de réfléchir. Donc on est loin de finir l'enquête parce que ces restes humains et l'ADN permettront peut-être de restituer des restes à leurs familles pour que les familles fassent le deuil et l'enterrement de ce qui sera trouvé dans des conditions dignes et respectueuses de la mémoire des victimes et des disparus. Je vous l'annonçais dans les titres, suite au préavis de grève de 48 heures déposé par la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, une commission de conciliation a été mise en place par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Sous l'égide de cette commission, les négociations ont démarré hier entre le gouvernement et la délégation de l'UNTM, conduite par Maouloud Ben Katra, son premier secrétaire général adjoint. Les deux parties se sont séparées hier sans parvenir à un accord. Les négociations reprendront donc demain dimanche au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Mais avant, voyons de quoi il a été question hier. C'est un reportage signé d'Aouda Sidiki Diarra. Depuis le 31 juillet dernier, le gouvernement du Mali a été saisi par l'UNTM d'un préavis de grève de 48 heures les 21 et 22 août prochains. Cela si les 17 points soumis à l'exécution ne sont pas satisfaits d'ici les dates indiquées. Le ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a mis en place une commission de conciliation de 11 membres. Les trois parties se sont rencontrées ce vendredi à huis clos. Après 20 minutes de débat, les membres de la délégation de l'UNTM
même sont sortis de la salle pour concertation. Ils regagneront la table de négociation 10 minutes plus tard. Vers 10 heures, la séance est suspendue et devra reprendre à 15 heures. Après les premiers échanges, nous avons décidé de donner à chacune des parties un petit temps et de nous retrouver à 15 heures pour commencer véritablement les négociations. Donc ça se présente bien. Nous avons bon espoir que nous allons conclure très très rapidement à la grande satisfaction des travailleurs. Et nous reconnaissons la légitimité des revendications qui ont été faites. Le syndicat aussi apprécie bien le contexte actuel et quand même est conscient également de la bonne foi et de la détermination du gouvernement à apporter des solutions à sa portée par rapport à leurs revendications. Si le ministre est confiant, tel ne semble pas être le cas chez ses interlocuteurs. Je ne parlerai que lorsque je gagne beaucoup pour les travailleurs du Mali. Terminé. Dans l'après-midi, les travaux ont repris pour prendre fin à 20h. Les travaux se poursuivront demain dimanche. Parmi les 17 points de revendication, nous pouvons citer entre autres le relèvement du salaire minimal interprofessionnel garanti SMIC, l'augmentation du taux des allocations familiales, la baisse des loyers de maisons à usage d'habitation, la baisse des tarifs d'eau et d'électricité conformément à l'accord signé en juillet 2007. La communication est un art multidimensionnel et l'Association des professionnels africaines de la communication le confirme en organisant une conférence débat sur le rôle et la place des communicatrices dans la culture de la paix et de la réconciliation. C'était au cours donc d'une conférence de presse suivie par Kadiatou Kone. Paix et réconciliation, deux mots sur toutes les lèvres aujourd'hui dans notre pays. Et pour y parvenir, toutes les parties doivent jouer leur partition, surtout les femmes qui y jouent un grand rôle. C'est pourquoi l'Association des professionnels africaines de la communication APAC Mali a organisé une conférence débat sur le rôle et la place des communicatrices dans la culture de la paix et de la réconciliation nationale. L'objectif de cette conférence débat est d'informer davantage les femmes journalistes, animatrices des radios-télé sur leur rôle pour la culture de la paix au Mali. Une manière de jouer notre participation à la réconciliation tant prônée par ces pays-là. Vous savez, notre grande cause du moment, c'est la paix et la réconciliation nationale. Je suis d'autant plus honoré de constater que les gens du secteur de la communication et de la presse sont impliqués pour accompagner le gouvernement dans cette cause. Et je suis d'autant plus honoré qu'il s'agit des femmes. Voilà, les femmes qui représentent beaucoup, vous le savez, dans notre société. Il est important qu'elles s'impliquent et fassent en sorte que l'on puisse aboutir à la réconciliation nationale. Elles ont été les premières touchées par la crise que nous avons traversée et de laquelle nous sortons. Elles doivent donc être en première ligne pour aboutir à la réconciliation et à la paix. L'APAC Mali, qui a sa 26e année d'activité, a été beaucoup saluée par le ministre Camara pour cette initiative. Elle est dirigée aujourd'hui par un bureau de 20 membres composé de femmes de médias. Le centre de santé communautaire de Bamako-Koura-Boulibana fait peau neuve. En plus des services de soins, le centre est désormais doté d'un laboratoire et d'une unité d'échographie. Les travaux rendus possibles grâce à l'appui de Traoré, Mintou Doukouré et d'autres partenaires ont coûté plus de 40 millions de nos francs. Agali Agadissa. Les centres de santé communautaires de Bamako-Koura et Bamako-Koura-Boulibana redémarrent ses activités avec des moyens plus adéquats. En effet, les centres viennent d'être réhabilités et équipés grâce à l'appui de certains partenaires. Le coût, c'est 39 749 524 francs, mis à notre disposition par Madame la Présidente Mintou Doukouré. Et ensuite, il y a eu pour un coût de 7 millions par le centre Charles Mérieux pour le laboratoire et un coût de 5 millions, voire même 5 millions 500 de participation de Malitel. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le personnel du centre à faire la promotion du centre et dévoiler les nouvelles prestations. Actuellement, nous avons la médecine, la maternité, le laboratoire et l'échographie. L'ancienne première dame, marraine de la cérémonie, a exhorté les travailleurs du centre à plus de professionnalisme avant d'inviter les populations bénéficiaires à faire bon usage du centre. Tout le monde a droit à la santé, tout le monde doit pouvoir se soigner. C'est pourquoi les centres de santé sont créés. N'ayons pas de complexe. Fréquentons nos centres. Ce que je demanderai aussi au personnel du centre,
c'est d'être patient, très patient. Les autorités coutumières et communales ont salué cet investissement important dans l'amélioration des conditions de vie des populations de 2 quartiers bénéficiaires. Une base de patrouille de la MINUSMA à Ber, dans la région de Tombouctou, a été ce matin la cible d'une attaque au véhicule suicide. Cette attaque a entraîné la mort d'un casque bleu. 5 autres soldats de la paix ont été blessés, dont 2 grièvement. Les victimes sont actuellement en cours d'évacuation pour traitement médical selon la MINUSMA. L'attaque de ce matin est la 3e perpétrée contre la MINUSMA cette semaine. 2 casques bleus avaient déjà été blessés sérieusement dans leur véhicule suite à l'explosion d'une mine au nord d'Aguelhok jeudi. Le lendemain, vendredi, hier donc, lors d'une patrouille, un autre véhicule a été endommagé par une mine blessant un soldat de la MINUSMA. Actualité de nos régions, s'enquérir de l'état de certaines infrastructures sportives de la région et partager la vision du département en matière de promotion du sport. C'est l'objectif de la visite que le ministre des Sports vient d'effectuer à Sikasso. En plus de la visite du stade Babemba Traoré, de la direction régionale de la jeunesse, le ministre a aussi eu une rencontre avec le mouvement sportif régional. Sekou Konaté compte rendu. En arrivant ce vendredi à Koutiala, le ministre en charge des sports veut s'enquérir de l'état d'une infrastructure majeure dans le dispositif des espaces de pratique de sport, le stade omnisport de la capitale de l'Or-Blanc, qui vit sa 6e année. Des bureaux à la pelouse, le visiteur du jour a pu constater le bon niveau d'entretien de cette infrastructure. C'est un stade bien tenu, bien propre et vraiment pas du tout dégradé, mais aussi relativement bien fréquenté. C'est pourquoi je tiens en tout cas à féliciter son directeur parce qu'il faut savoir récompenser le mérite. Avec le mouvement sportif de la capitale du Biankala, il a surtout été question de la nouvelle vision du gouvernement en matière de promotion de sport et de gestion des infrastructures. Surtout la politique nationale, parce que tout se retrouve dans cette politique nationale qui nous permettra d'avoir une vision pluriannuelle, une vision sur plusieurs années en matière de développement et de promotion du sport. Une vision, en tout cas, qu'il faut désormais décliner en projet de loi, qu'il faut ensuite présenter à l'Assemblée nationale pour que, en tout cas, sur plusieurs années, on puisse savoir où on va en matière de sport. Et les nombreuses questions des participants ont porté sur la réhabilitation des stades et terrains et l'affectation d'espace aux arts martiaux, mais aussi la gestion de nos équipes nationales. À toutes ces questions, le ministre Guindo a apporté des réponses à hauteur d'attente des participants. Et du côté de la cité des Askia, les travaux de réhabilitation des bâtiments publics de Gao avancent à la satisfaction du ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population au cours d'une mission de 48 heures effectuée dans la ville. La délégation ministérielle a pu visiter une dizaine de bâtiments administratifs. Malgré les difficultés de démarrage de réhabilitation et d'équipement, le taux d'exécution est de 84%. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. 3,149 milliards de francs CFA ont été engagés par l'État malien pour réhabiliter et équiper 28 lots concernant des bâtiments publics dans la ville de Gao. Après 3 mois d'intenses activités, les bâtiments du plan, du contrôle financier, du palais de justice et du trésor sont réceptionnés. Certains bénéficiaires se réjouissent de l'innovation occasionnée par ce programme. Le gouvernement n'avait pas de salle de conférence, mais il a été retenu de faire tout juste à côté une très grande salle de 500 places. Et ça, je dis que c'est une nouveauté, c'est une innovation. En somme, une satisfaction au bout du rouleau. À Gao, il y a eu des difficultés de démarrage qui avaient fait craindre des retards importants. Mais aujourd'hui, l'ensemble des travaux sont à 84% de réalisation. Et quand on regarde la qualité des infrastructures que nous avons visitées, et leur importance pour les sommes qui ont été engagées. Donc c'est des réalisations très importantes qui ont été faites.
Pour arriver à ce résultat, plusieurs facteurs ont été concrétisés par les différents acteurs. Le premier facteur, c'est que l'État malien, après la signature de la Convention, un mois après, a mis à la disposition de l'agence l'ensemble des fonds du projet, chose qui a permis à payer rapidement les décomptes des entreprises. Deuxième facteur, c'est la conception et le système de suivi hebdomadaire mis en place au niveau du ministère du Plan qui nous a permis de gérer au quotidien les difficultés. Au cours de sa rencontre avec les cadres de l'administration de Gao, le ministre Diawara n'a pas occulté de souligner l'intérêt que les plus hautes autorités portent à ce programme, dont la seconde phase est déjà partie avec un budget de 8 milliards 257 millions de francs CFA. Elle prendra en compte tous les autres cercles de la 7e région. Ici à Bamako, le bureau du vérificateur général a rencontré les organisations féminines au menu des enjeux, au menu de la rencontre, les enjeux de la lutte contre la corruption et le rôle que joue le bureau du VEGAL dans la corruption, dans la lutte contre la corruption. La rencontre est organisée avec l'appui financier du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques. Alpha Mega. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, une question qui interpelle tout un chacun. Et c'est face à un tel exercice que le bureau du vérificateur général est réuni avec les organisations féminines de la société civile. Au centre des échanges, les enjeux de la lutte contre la corruption. Les échanges de ce matin contribueront certainement à imaginer des formules sensibles, possibles pour nous, organisations féminines de la société civile et bureau du vérificateur général, pour contribuer à une réponse nationale à ce fléau. C'est la raison pour laquelle cette première rencontre a été volontairement centrée sur une photographie du bureau du vérificateur général, notamment à travers ses missions, son organisation, les types et procédures des vérifications qu'il effectue. Au fil des ans, le bureau du vérificateur général a établi une esquisse de cartographie de la fraude et de la mauvaise gestion. Tout cela à travers, bien entendu, les nombreux rapports de vérification. Conscient de son rôle et des attentes des citoyens, il n'a cessé de rappeler les avantages du respect des lois et règlements qui gouvernent l'action publique et qui s'imposent à tous, surtout à l'adresse des décideurs politiques et responsables politiques. Nous avons hautement apprécié que l'année 2014 soit annoncée comme année de lutte contre la corruption par le président de la République. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité annuel du bureau du vérificateur général. La rencontre est organisée avec l'appui financier du plan d'action gouvernemental pour l'harmonisation et la modernisation de la gestion des finances publiques. À Bafoulavé, les activités de la campagne agricole ont commencé en fin juillet. Les intrants sont disponibles, mais inaccessibles pour plusieurs producteurs. Voilà entre autres préoccupations évoquées par les acteurs du secteur agricole de la localité lors des échanges avec les députés de la commission développement rural. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Noum Sissoko et Seydou Sissoko. Les activités de la campagne agricole se déroulent bien dans le cercle de Bafoulavé. Cela en dépit du retard accusé dans son démarrage. C'est du moins la conviction des acteurs du secteur. En ce qui concerne les superficies, il y a eu un engouement sérieux pour la culture du maïs. Quand on prend le maïs n'est qu'à 95% pour le moment de réaliser. Le mil sorgho souvent semé à sec est à 100% et le fonio à 100%. En ce qui concerne le riz en maîtrise totale, c'est le stade des pépinières. Pour les exploitants agricoles, des efforts supplémentaires doivent être faits par l'État dans la mise à disposition de l'engrais subventionné. J'apprécie la baisse du prix de l'engrais par le gouvernement, mais cet engrais n'est pas accessible à beaucoup de producteurs. Cela est dû à l'éloignement et à l'enclavement. C'est pourquoi nous voulons que la répartition s'effectue par commune pour une meilleure accessibilité à l'engrais subventionné.
Les contraintes liées à l'exploitation d'un périmètre d'environ 200 hectares à Mainandi étaient également au centre des échanges. Les problèmes où ils ont un peu posé, c'est au niveau des parcelles aménagées où jusqu'à la date d'aujourd'hui, certains producteurs ne sont même pas venus voir leurs parcelles. C'est un peu ça le déficit. Donc, de façon générale, ici, l'étape de Baflabé a été très satisfaisant et vraiment l'état de la culture, les animaux, l'état d'environnement, les pâturages, tout est bon ici. Les producteurs ont également fait part de leurs inquiétudes pour le financement des projets initiés par PAPAM. L'Institut d'économie rurale IER vient d'organiser une journée porte ouverte au Centre régional de la recherche agronomique. Il s'agit de présenter aux agroéleveurs les différentes espèces de plantes entrant dans l'alimentation du bétail, des alternatives exploitées au jardin agrotologique du Centre de recherche. Compte rendu Moïse Traoré. Étendu sur 1,5 hectare, le jardin agrostologique est un réservoir de plantes pour l'alimentation du bétail. À la journée porte ouverte, le Centre régional de la recherche agronomique à Sotuba présente la source d'alternatives aux agroéleveurs. Ces alternatives, on peut les trouver dans les cultures fourragères. Et les cultures fourragères liées à une collection depuis les années 50, qui n'est pas connue. Donc, nous avons voulu que cette collection soit connue. Les éleveurs de la zone périurbaine de la capitale apprécient l'introduction de différentes espèces de cultures fourragères dans le système d'alimentation des animaux. Toutes leurs cultures sont bonnes pour les animaux. Moi, quand même, je suis vraiment contente de voir ça. J'ai l'espérance de faire comme ça aussi. Les plantes, lait et viande, tout. Parce qu'un éleveur, tu fais tout. Tu fais le lait, tu fais la viande. L'alimentation du bétail devient un problème très crucial. Donc, et alors que c'est à 80% la base de notre alimentation. Mais malheureusement, la diffusion, je peux dire, elle est nulle. Donc, je crois que cette initiative qu'ils ont eue, moi, en tout cas, je trouve ça plus que salutaire. Mais maintenant, que ça ne se limite pas à la théorie. Outre les systèmes d'élevage, les 5 domaines de recherche de l'Institut d'économie rurale, IER, comprennent l'amélioration génétique et la santé animale. Le Laboratoire national de la santé a tenu la 23e session de son conseil d'administration. Ce centre, qui s'occupe du contrôle des aliments, médicaments, eau et excelle sur le plan mondial avec plusieurs distinctions internationales. Seulement, il est confronté à certaines difficultés d'ordre économique évoquées dans ce reportage signé Mariam Sagara. Le laboratoire national de la santé se compte parmi les meilleurs du monde à en croire les responsables. Mais hélas, des difficultés énormes l'empêchent de s'affirmer à souhait. Cette performance de qualité est un quitus sur le plan international qui dit que notre laboratoire est à mesure de donner des analyses avec des résultats qui sont acceptés sous d'autres cieux par les organismes indépendants qui évaluent ces structures. Il s'agit d'un premier cercle d'accréditation de compétences internationales. Nous sommes parmi l'un des pays africains à bénéficier de cet état de fait. Le laboratoire qui a comme mission la surveillance des aliments, des médicaments, des eaux et de la boisson assiste à une fuite de ses experts et analystes, une situation déplorable au regard des tâches qui lui incombent. La collaboration avec d'autres structures et organisations, tant au niveau national qu'international, est à encourager. Et le LNS vient d'être retenu pour devenir une structure de référence de contrôle des médicaments dans la zone UEMOA, suite à la réunion sur le rapport d'évaluation des autorités nationales de réglementation pharmaceutique tenue à Ouagadougou. Cependant, au regard des difficultés rencontrées, entre autres la perte du personnel qualifié qui s'oriente de plus en plus vers le secteur privé plus attrayant, l'insuffisance des moyens logistiques pour les missions de terrain et la faiblesse du niveau des recouvrements sont autant de facteurs que vous devez retenir pour l'examen des documents soumis à votre appréciation. Grâce à l'intervention du Laboratoire national de la santé, le contrôle de la qualité des aliments et médicaments sur l'étendue du territoire a sauvé des millions de vies.
On en parlait hier, 15 août, fête de l'Assomption. Les femmes catholiques de l'église Saint-François de Moribabougou l'ont célébrée avec faste. Cette fête chrétienne qui marque la montée de Marie au ciel a été placée cette année sous le thème Marie, femme d'amour, de paix et d'espérance. Fademba Keita, compte rendu. Ces prières pour toutes les mères, cantiques et processions à l'église Saint-François de Moribabougou célèbrent une fête très ancienne. L'Assomption de Marie, fêtée liturgiquement dès le 8e siècle, l'Assomption est un événement au cours duquel la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, serait directement montée au paradis car épargnée par le péché originel. Un exemple qui a valu le choix du thème Marie, femme d'amour, de paix et d'espérance. À l'école de Marie, femmes chrétiennes, catholiques, soyez des artisans de paix. Pourquoi? Parce que le contexte actuel nous demande de prier pour la paix. Animées par la chorale Charles Lavigérie de Moribabougou, les festivités de l'Assomption de Marie constituent pour les femmes de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda une renaissance spirituelle. L'Assomption, c'est une fête, une grande fête pour nous les femmes. Parce que c'est une femme qui est honorée, la Sainte Vierge, la montée de notre Sainte Maman au paradis. Les discussions inclusives à Alger vont commencer. Ce message, c'était donc de demander aux femmes chrétiennes, aux femmes catholiques, de prier pour que cette démarche puisse aboutir au retour de la paix. En 2015, l'honneur reviendra aux femmes catholiques de la rive droite d'organiser les festivités de l'Assomption de Marie. Les 10 secteurs de la paroisse Saint-Martin de l'Ouganda ont imploré Notre-Dame de la Paix pour que le Mali retrouve sa convivialité d'antan. Sport à présent avec du football féminin. Le carré d'as de football féminin a pris fin hier vendredi au stade Mamadou Konaté. Ce sont l'AS Mandé de la commune 4, l'USFAS, l'UFC Santoro de Djelibougou et l'AS Real de Bamako qui ont pris part à ce carré d'as. Et c'est l'AS Mandé qui a été sacré champion du Mali. Assa Soumaré pour les détails. Sacré championne du Mali pour la saison 2013-2014, l'AS Mandé de la commune 4 a fait l'étalage de son gros registre technique du football féminin en surclassant tous ses adversaires de ce carré d'as. Pour revenir à cette troisième et dernière journée, en première heure, l'AS Real de Bamako, habillé dans sa traditionnelle tenue noire et blanche, était face à l'USFAS. 2 buts ont suffi au réalise pour déstabiliser les militaires. D'abord à la 14e minute par Koulouba Sogoré, 1-0 à la mi-temps. À la reprise, les joueuses de l'USFAS vont se jeter dans la bataille pour l'égalisation, mais n'obtiennent pas de gain. Au contraire, c'est l'AS Real qui va marquer un autre but à la 79e minute par Awa Tangara. 2-0 pour l'AS Real, c'est le score final. Le deuxième match, AS Mandé de la commune 4 s'est montré la meilleure équipe de football féminin en s'imposant aussi devant l'UFC Santoro, 6-1. Déjà à la 9e minute, l'attaquante vedette du Mandé, l'internationale guinéenne Awanene Conté, annonce la couleur. Elle sera suivie par l'autre internationale guinéenne, Yvonne Mara, pour le second but. À la 23e minute, penalty pour le Mandé et c'est Awanene Conté qui s'en charge. Avant la pause, l'UFC Santoro marque contre son propre camp par Aminata Adjalou, 4-0. De retour sur le gazon, à la 46e minute, Aminata Dia signe le 5e but pour le Mandé. Pour sauver l'honneur, l'UFC Santoro va réduire le score suite à un coup franc de Tenen Koulibaly. 5-1 pour l'AS Mandé. Alors qu'on s'achemine vers la fin, un autre penalty sera donné à l'AS Mandé qui sera transformé par Yvonne Mara pour son doublé. 6-1 pour l'AS Mandé qui s'ajuste le trophée de champion du Mali. L'AS Real prend la 2e place, 3e l'USFAS et 4e l'UFC Santoro.
Football toujours, le week-end qui sera marqué par la manche aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior Sénégal 2015. C'est dans ce cadre que les Maliens reçoivent demain dimanche les Togolais. Et pour ce match aller, les Aiglons comptent prendre l'avantage ici même à Bamako. La rencontre est prévue demain à partir de 16h au stade Modibo Keïta. Un avant-goût de Abdul Karim Kaba. Les Aiglons affûtent leurs armes pour ce dernier tour des éliminatoires Sénégal 2015. Presque au complet, les juniors maliens sont plus que jamais requinqués à bloc pour cette manche aller contre le Togo. Parce qu'ils sont concentrés et savent l'importance de la rencontre et par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le départ, c'est-à-dire atteindre la qualification. Et le groupe vit bien quand même. Physiquement, nous sommes au point. Du point de vue de la compétition, là aussi, ça ne pose aucun problème. Maintenant, je pense que l'objectif, il est commun pour nous tous maintenant. Nous visons un seul but, aller devant. Et pour aller devant, c'est marquer des buts. Les Aiglons comptent faire le plein à domicile avant le retour dans 2 semaines à Lomé. On a un beau groupe. C'est vrai que la qualification obtenue contre le Burkina n'a pas satisfait tout le monde. Mais je pense qu'on est conscient de l'enjeu de ce match parce que c'est le dernier tournant avant d'arriver à la compétition. Donc on va essayer de prendre les 3, marquer le maximum de buts chez nous et essayer d'aller là-bas avec un maximum de confiance. Togo, tombeur du Maroc au tour précédent, Fanny Diarra et ses poulains veulent saisir leur chance à Bamako. Ben, le maître mot il est très clair, nous comptons participer à la phase finale, donc à ce titre il faut gagner d'image, si possible avec une marge de sécurité et aller consolider ce résultat le 31 août à Lomé. Mali-Togo au compte du dernier tour des éliminatoires CAN Junior Sénégal 2015, c'est ce dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Mais avant, sur votre télévision nationale, Actu Hebdo reçoit demain dimanche à 12h Biassoum Dambélé, président de la commission d'organisation du séminaire de la présidente de la commission d'organisation du séminaire de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats à gare, et Mohamed Ataïb Sidibé, président de la commission d'organisation du séminaire relatif au rôle des mouvements MAA, CFFPR et CPA dans le processus de dialogue inclusif intermalien. Actu Hebdo, c'est demain donc à partir de 12h sur votre télévision nationale, une émission animée par Ibrahima Djombele. Je vous remercie pour votre fidélité. Retrouvez à 13h juste après Actu Hebdo Amadou Sankare. Je serai là pour la grande édition du soir. Très bonne soirée à tous.